la violence, le minisme et le désenchantement du monde dans les sociétés du XXIe siècle. Allons voir. Allons voir. Notre rôle d'anthropologue est d'apporter ces leçons que je vous enseigne aujourd'hui. Dit juste en 1946, à l'école d'anthropologie, la violence sociale. Le mot violence vient du latin violentia, qualité de violentus, violent. Cela vient de vis, qui signifie force, et olentus, abondance. Le mot latin vis vient du proto-indo-européen viros ou vigilos, et plus tard du proto-italique vis, force, puissance, énergie. Alors, aussi, vis est étymologiquement lié à ville, comme dans viril, virilité, etc. Cela signifie homme courageux, héros, un soldat, un fantassin, soldat à pied, un guerrier, un homme adulte, un mari, humain, homme. Ces vir et vis sont des apparentés étymologiquement la force et la virilité, la condition d'homme. Alors, violent est celui qui agit avec une grande force. C'est une définition. Nous voyons comment l'agent, agissant avec une grande force sur l'agit. C'est comme le geste propositionnel de la violence, de l'action violente, la force. La violence et la lutte pour la vie dans la jungle anthropologique. En 1946, Marcel Jousse donne un cours à l'école d'anthropologie de Paris, l'anthropologie du langage et la colonisation. Il présente dans les 12 séances de ce cours une théorie de la colonisation fondée sur l'anthropologie du geste. Pour Jousse, le phénomène de la colonisation est un fait zoologique, dérivé du geste biologique de manger. Son point de départ coïncide en cela avec la lutte pour la vie du spencerisme. Sa loi de gravitation biologique universelle est la suivante. La vie est un mécanisme qui mange et qui, pour manger, tue la vie. À propos sur le geste de manger, dit Marcel Jousse, la culture française d'avant-guerre avait oublié la faim en tant que préoccupation urgente et sous-estimé donc la signification anthropologique du geste de manger. Jousse critique la culture petite bourgeoise de son temps qui oublie l'importance de ce geste vital de manger, attribuant au monde et à l'activité humaine des fins principalement intellectuelles et livresques. Une grande partie de la violence dans les sociétés du XXIe siècle est l'héritage direct ou indirect
des processus de conquête et de colonisation qui se sont développés à travers le monde à partir de l'expansion européenne à l'époque moderne, depuis le XVIe siècle. C'est un cours à l'école d'anthropologie le 29 avril 1946, la colonisation et l'anthropologie. L'introduction, c'est le texte des cours oraux. La vie qui mange en tirant la vie. La vie est un mécanisme qui mange et qui, pour manger, tue la vie. Voilà la loi que, depuis 15 ans, nous avons insérée comme axe de toutes nos leçons. Si nous pouvions disposer du temps et de l'espace, c'est-à-dire d'un film qui se déroulerait devant vous, je pourrais vous montrer sur cet écran l'application de ce qu'on pourrait appeler la gravitation universelle biologique. Le colonisateur mange ou mangera le colonisé. Il faudrait prendre la particule, je dirais presque l'atome biologique le plus élémentaire, et on verrait que cet atome biologique fait des gestes pour manger. On pourrait monter de degré en degré le long de cette échelle vitale et on retrouverait toujours la même loi. La vie est un mécanisme qui mange et qui, pour manger, tue la vie. Nous avons trouvé étrange d'avoir faim. Nous avons trouvé étrange des êtres humains, que les êtres humains soient obligés de se jeter sur les voisins pour manger. Je dirais que nous faisons de la science à notre mesure. Nous avons fait une science anthropologique de la petite bourgeoisie. La évolution naturelle et la survie sociale du plus apte. Herbert et Spencer croyaient à la doctrine de la survie du plus apte, exposée par Darwin. Selon lui, l'animal doit se battre pour préserver son existence. La lutte pour l'existence ne se limite à aucun aspect de la vie, mais imprègne toute la vie. Spencer dit que seules les créatures fortes survivent et évoluent. Les faibles est progressivement éliminé. Une créature forte est une créature qui a la capacité de s'adapter aux conditions en constante évolution de l'environnement. Le darwinisme social de Spencer nous pose que sous cette idée d'individualisme, elle préconise de permettre à chaque membre de la société de se développer au mieux en tant que membre compétent de celle-ci. Et ainsi, ceux qui seraient les plus en forme ou les plus talentueux seraient ceux qui auraient du succès et le mieux adaptés. Pour ces raisons, sa théorie se situe fréquemment dans la ligne du darwinisme social, une question qui a été progressivement critiquée par les conséquences de la pauvreté généralisée du capitalisme industriel croissant pendant le XXe siècle. Cependant, ces propositions ont également
été reprise plus tard par des philosophes aux lignes similaires qui ont trouvé des arguments pour critiquer l'État-providence qui s'est développé après la guerre. La guerre est la conquête, la culture de l'autre colonisé. La colonisation soulève la logique de la guerre, la transposant en un fantasme de manger. Il s'agit de manger ou se faire manger. Nous allons voir comment cette culture est faite. On a parlé de certains animaux qui mettent des êtres vivants en réserve pour les mâcher quand ils sont faim. Les hommes ont trouvé cette méthode qui consiste à mettre le vaincu, le moins fort, en réserve dans une garde-manger, dans un garde-manger, ou pape. Comme je leur disais pendant l'occupation, nous sommes des animaux enfermés pour nourrir les conquérants. Les guerres de conquête coloniale, avec tous leurs bagages des structures économiques, historiques, politiques et militaires, sont pour juste des formes transposées et hypertrophiques à l'échelle des collectifs humains du geste zoologique de manger et de tuer. Juste assimile le phénomène de la guerre à un mécanisme d'appropriation et d'accumulation des ressources, essentiellement des objets comestibles ou d'autres êtres humains asservis comme le bétail afin de fournir ses réserves. Pour cette raison, il compare les crimes de la Seconde Guerre mondiale et de toutes les guerres coloniales à des gigantesques festins cannibales et à l'appropriation des vastes garde-manger. La guerre a un but, c'est la conquête. Et nous savons ce qu'est la conquête. Pourquoi la conquête? Oh, permettez-moi d'utiliser un mot qui ressemble à un ravitaillement. C'est la conquête du garde-manger. L'ennemi voulait nous transformer, l'ennemi voulait nous transformer en un garde-manger éternel. La vie est un mécanisme qui mange et qui, pour manger, tue la vie. Ce massacre, vous voyez, qui est actuellement exposé au procès de Nuremberg, là, on voit, je dirais que les grands mangeurs d'hommes, ceux qui ont mangé des hommes par millions, cela semblait incroyable dans le bon vieux temps, quand on parlait des cannibales. Par exemple, cet homme a mangé 50 individus dans sa vie. Or, toute bête qui se respecte a mangé des millions d'hommes. Et cela, nous devons toujours le garder à l'esprit. Si nous ignorons cela, nous préparons demain de la même manière que nous nous sommes préparés pour hier. Notre rôle d'anthropologue est d'apporter ces leçons que je vous enseigne aujourd'hui. L'anthropologie du geste, la science jussienne, cherche derrière les mots les gestes qui leur donnent leur sens. Et ainsi, le regard du colonisé doit apprendre à focaliser derrière les propos et les discours du colonisateur qui sont en principe trompeurs. La terrible vérité qu'ils recouvrent ou tentent d'atténuer. L'intention cannibale de leurs gestes d'appropriation et de conquête. Autrefois, lorsque nous étions face à l'ennemi, nous échangeons un dialogue mien et terrible
tue-moi ou je te tue. Je dirais qu'avec à peu près la même loi, mais avec un peu plus de prudence, on a ce qu'on peut appeler la diplomatie. Nous nous sommes regardés d'une ville à l'autre, colonisez-moi ou je vous coloniserai. Ce qu'en fait, nous prenons ce mot dans son sens gestuel. Qu'est-ce que le colon? C'est lui qui cultive. C'est lui qui met justement en réserve ce qui est cultivé pour se nourrir. Il y a toutes les grandes lois que vous appelez économiques, commerciales. Vous déguisez vos gestes avec des mots que vous savez mentir. Je vous ai dit que c'est une ironie d'avoir un professeur d'anthropologie du langage qui ne croit pas au langage. Parler, bien parler, c'est savoir mentir. Juste remplace le principe zoologique de colonisation par le principe anthropologique de fraternisation, comme fratelli tutti, au-delà de tuer pour manger. La fraternité est la capacité de surmonter l'inimitié, de sortir de son propre coin et ainsi de construire l'amitié. La méthode globale permet cela. Il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre. Cette vision des choses peut être rapprochée de celle du religionnaire jésuite de Jus, Pierre Teilhard de Chardin, qui fut le premier à formuler le concept de planétisation. La planétisation, c'est la mondialisation non seulement de l'économie, ce qui est déjà en fait, mais aussi des idées, ce qui est une nécessité vitale. Cette écosophie teilhardienne est une vision d'avenir, un conditionnel vers lequel il faut tendre comme un devoir éthique, sous peine de tomber dans l'abîme. La fraternisation jussienne est la dimension anthropologique et pratique de la planétisation, nous dit Titus Jacquignon. La fraternisation est un motif central de la méthode, mais aussi l'éthique de l'anthropologie du mimétisme. Trop longtemps, on nous a fait nous oublier et nous sommes partis à la recherche de peuples qui nous ressemblent, des compatriotes, des gens du pays, qu'ils s'appellent malgaches ou indo-chinois ou tunisiens et bien d'autres. Et maintenant que ces compatriotes, gens de la terre, de leur pays, cultivateurs de leur terre, ont pris conscience de leur vitalité, nous sommes face à la conclusion logique et ce n'est pas fini. Nous n'avons jamais cherché à comprendre tous ces peuples avec la profondeur de leur tradition ancestrale. Tout ce que nous avons voulu faire, c'est nous imposer à eux en leur relevant du haut de notre prétendue civilisation comme si elle était la seule. Et même dans notre pays, les paysans bretons, dont je parle maintenant avec amour, trop nous nous moquons, méprisons et rejetons ceux qui restent fidèles à eux-mêmes, avec leurs coutumes et leur langue traditionnelle. Je l'ai dit tellement de fois dans mes cours, vous vous souvenez, il ne s'agit pas de la colonisation, mais de fraternisation. Actuellement, des tentatives sont faites sans grand succès
pour trouver les bases pour que notre pays puisse les utiliser anthropologiquement avant d'entrer dans toutes ces zones qui n'auraient pas dû être des terres de colonisation, mais des sociétés avec lesquelles fraterniser. Et coloniser ou fraterniser. Je vous ai montré à quoi ressemblait ce phénomène biologique, zoologique qu'est la colonisation. Nous avons montré les outils qui se forgent par le geste de l'anthropos. Nous avons vu les grandes bêtes colonisatrices. Face à la colonisation, je voudrais vous montrer un phénomène qui devra être étudié non seulement par moi, mais par ceux qui me continueront. Et ce phénomène est ce que je vais appeler la fraternisation. Dans la mécanique de la colonisation en nom, qui s'appuie principalement sur la zoologie, conquiert les hommes. Vous entendez bien cela. Dans la fraternisation, s'appuyant uniquement sur l'anthropologie, elle conquiert un homme. Et conquérir un homme, c'est bien plus que conquérir tous les hommes. Conquérir par la fraternisation au lieu de conquérir par la colonisation. Si vous me demandez ce que je propose encore sur cette question, c'est tout. L'outil qui remplacera aujourd'hui ce qui s'est passé hier, dit Marcel Jousse dans une autre conférence, dans un autre cours. Alors, l'école française de sociologie, celle de Durkheim et Marcel Mauss, pose cette contradiction entre l'échange et la violence rituelle. La question principale est l'utilité de la méthode jussienne quand elle doit être appliquée à la violence sociale dans les premières décennies du XXIe siècle. On peut ici se tourner en principe vers quelques précurseurs des Jousse à l'origine de la sociologie scientifique et de l'anthropologie. L'école française de sociologie a posé les fondements de la sociologie et de l'anthropologie en ayant fait des recherches sur le religieux, le sacré et le profane, la cohésion sociale, l'anomie, le suicide, la prédominance de la main droite, le traitement culturel de la mort, les émotions, etc. Par exemple, des auteurs comme Émile Durkheim, Marcel Mauss, Henri Hubert, Louis Dumont, Émile Van Veniste et surtout Jousse, dans cette même ligne, Jousse, d'une façon très particulière, mais lui, il adhérait, il faisait partie de l'école sociologique française. Il était élève de Marcel Mauss. Alors, Jousse se concentre sur les relations d'homme à homme. Nous essayons maintenant de comprendre la violence sociale, pas d'homme à homme, mais sous une structure ou dans une structure sociale. Et la société n'est pas seulement la summatoire de l'addition des individus, mais c'est une chose supérieure, un ordre plus complexe. Lorsque nous étions face à l'ennemi, nous échangions un dialogue mieux et terrible. Tue-moi ou je te tue, disait Jousse.
c'est d'un homme à autre. Dans la fraternisation, s'appuyant uniquement sur l'anthropologie, elle conquiert un homme. Et conquérir un homme, c'est bien plus que conquérir tous les hommes. C'est-à-dire que la position des Juifs, ou le point de vue des Juifs, c'est surtout sur les individus. Pour comprendre les phénomènes sociaux fondamentaux, nous nous tournerons vers l'école sociologique française. Ils ont étudié le religieux. Selon Durkheim, la notion essentielle dans ce domaine est celle du sacré. Le religieux est la pratique et la croyance autour du sacré qui n'est pas un sentiment individuel, mais une contrainte collective. Le sacré est une contrainte collective. Les forces auxquelles les croyants s'inclinent sont des forces sociales et pas simplement psychiques. Sont des forces sociales, disaient Émile Durkheim et Marcel Mauss quand ils ont fondé la sociologie. Alors, les phénomènes sociaux sont différents des phénomènes individuels. La fraternisation jussienne propose une méthode personnelle et individuelle, la conquête fraternelle d'un homme. De quelles autres ressources l'anthropologie dispose-t-elle pour comprendre la violence sociale? Les principes de réciprocité de Marcel Mauss, le dépassement du sacrifice qui est l'effet de la violence mimétique, les différentes croyances, confessions, religions et traditions qui offrent des réponses et guident le comportement d'une partie des sociétés du XXIe siècle. La finance mondiale est un secteur d'activité qui montre une énorme indifférence face au degré élevé de violence qui prévaut à l'époque actuelle. Dans certains cas, l'investissement concerne la production de matériel de guerre et la mise à disposition de personnel qualifié pour les faire fonctionner. On dira que la fraternisation proposée par Juss coïncide aujourd'hui avec le geste des opposés à tout type de conflit violent entre secteurs ou nations. Il constitue une anthropologie du geste non violent. Bon nombre de collègues brillants et inquiets enquêtent aujourd'hui sur l'événement des Juss dans les arts, les sciences humaines, la philosophie, la théologie. C'est en soi un début de ce qu'il a tracé avec une conscience nébuleuse et en même temps lucide. Quant au XXIe siècle, il vient de commencer. On parle de quelques nouvelles apportations, par exemple Byung-Chul Han, philosophe coréen. Il parle de la disparition des rituels, aussi et ça à la conséquence de l'élimination des rythmes sociaux. Les cycles festifs sont tout à fait oubliés, ils sont en train de disparaître. Alors les frontières spatio-temporelles s'effacent pour une idée productiviste totalitaire, hein, on pourrait dire. Il n'y a pas le temps de prier ou d'être seul ou d'être en connexion avec
espace, un temps transcendant, sacré, il n'y a pas le temps pour prier, pour se rencontrer avec une instance ou des entités transcendantes. La vie contemplative pratiquement n'existe pas dans les sociétés modernes. Il y a une grande désorientation, dissolution des frontières spatio-temporelles, la indéfinition entre le temps et l'espace sacré et le temps et l'espace profane. Il y a confusion entre ces deux grandes penchantes ou parties de l'ordre social. Par exemple, Émile Durkheim, il disait il existe une distinction entre les sacrés et les profanes, que c'est fondamental pour toutes les sociétés humaines. Il n'y a pas aucune société humaine qui ne respecte le sacré et le profane, l'espace et le temps. Et toutes les conséquences de ce régime socio-économique et les conséquences de la proximité des êtres humains qui développent d'une façon spontanée cette tension psychosociale qui aboutit dans la violence et le phénomène des boucs émissaires